La nouvelle est tombée comme un couperet et a eu l'effet d'une bombe au sein de la population camerounaise. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football, réuni à Accra au Ghana, a décidé de retirer l'organisation de la CAN Total 2019 au Cameroun. Le gouvernement camerounais, à travers son porte-parole, a pris acte. Cette décision étonnante à plus d'un titre ne rend assurément justice ni aux investissements colossaux consentis par notre pays et qui se traduisent aujourd'hui par de belles infrastructures modernes visibles de tous, ni à l'engagement déterminé du chef de l'État et du peuple camerounais à déployer les efforts nécessaires pour abriter en 2019 une fête éclatante du football africain. Une décision que le ministre de la Communication du Cameroun trouve arbitraire et appelle le peuple camerounais à rester calme. Force est de constater que notre pays a fait l'objet dès le départ, dans le cadre de ce dossier, d'un traitement qui ne peut que susciter des interrogations. Face à cette injustice flagrante, le gouvernement de la République demande au peuple camerounais de garder toute sa sérénité et de ne pas céder à la tentation des polémiques stériles. Par ailleurs, le Cameroun rassure que les travaux vont se poursuivre jusqu'à leur terme pour démontrer à la CAF que le Cameroun, qui a déjà beaucoup investi dans ce projet, entend le mener jusqu'à son terme. Le Cameroun n'a pas démérité. Il le prouvera à la face du monde en poursuivant avec la même détermination la construction de ces belles infrastructures qui appartiennent au peuple camerounais et en les achevant à bonne date, ainsi que s'est engagé le chef de l'État. Par ailleurs, pour certains, on pense que là s'ouvre un feuilleton judiciaire entre le Cameroun et la CAF et on évoque de plus en plus une procédure à l'arbitrage du sport à Zurich. Sécurité routière, mieux vaut prévenir que guérir. Le ministère des Transports a planté des radars sur le long de certains axes routiers et a donc réuni les responsables des agences de transport interurbain. Question de les sensibiliser sur ce qui est fait jusque-là en termes d'amende. Nous avons tenu à démontrer la bonne fonctionnalité des radars fixes qui sont installés sur nos axes routiers, en particulier sur l'axe la nationale numéro 3 Douala-Yaoundé. Il était donc important que nous fassions venir les sociétés en charge du transport interurbain de voyageurs ici, car un échantillon a été identifié. Au cours de cette période de test, c'est 3591 cas d'excès de vitesse qui ont été recensés et attribués à 17 sociétés de transport interurbain. Pour beaucoup de responsables qui étaient présents à cette réunion, ils ont pris conscience de ce que le danger les guette désormais, car dès le mois de décembre, il va falloir passer à la caisse en cas d'infraction. Nous avons en charge le transport et la mobilité des humains et nous avons par là le devoir de les protéger. L'élément sur le radar fixe que le ministère est en train d'implémenter rentre dans le cadre de la protection de ces villes. Donc c'est une adéquation entre l'opérateur et l'État et surtout que nous aussi, je parle au nom de Finex Voyage, nous avons su implémenter à l'avance et antérieurement des éléments qui vont dans ce concours-là. Donc ce n'est qu'une valeur ajoutée par rapport à notre politique quotidienne. Le taux d'accident étant déjà très élevé au Cameroun, le gouvernement, à travers le ministère des Transports, voudrait donc ainsi sensibiliser les acteurs de ce secteur d'activité pour qu'on dénombre de moins en moins de morts du fait des erreurs humaines, surtout l'excès de vitesse sur nos axes routiers. Dans un communiqué rendu public ce 30 novembre 2018, le FMI a précisé que le Rwanda atteindra une croissance économique de 7,2% cette année.
Le Fonds monétaire international annonce dans ce même communiqué que la croissance du pays a atteint 8,6% en moyenne au premier semestre de l'année en cours. Cette croissance économique devrait, à moyen terme, rester supérieure ou égale aux moyennes historiques à l'instar des nouvelles exploitations minières, du tourisme, des exportations nouvelles et plus diversifiées, de la construction d'un nouvel aéroport et d'une agriculture plus résiliente. Selon le Fonds monétaire international, avec cette croissance, le pays connaîtra une amélioration des soldes extérieurs et les réserves, tandis que le secteur financier du pays restera stable. Depuis sa prise de pouvoir, le président rwandais Paul Kagame est incessamment salué pour la reprise économique. Pour rappel, la croissance économique de l'année dernière dans le pays n'était évaluée qu'à 6,1%. Plus de 500 personnes environ étaient rassemblées devant le monument de la paix ce 29 novembre 2018. Et ceci pour exprimer leur soutien à Faustin Archange Touadéra, chef de l'État dans le processus de paix en République centrafricaine. Pour certains manifestants, il est impératif que le président de la République entame des pourparlers entre les belligérants pour amener le calme total et définitif sur l'ensemble du territoire. Car pendant que les forces étrangères ralentissent délibérément les négociations pour la paix, les populations, quant à elles, périssent en vain. En vue du retour au calme, les manifestants ont demandé à Touadéra d'envoyer des représentants officiels pour parler de Khartoum, pour la simple raison que la Russie et le Soudan offrent une plateforme pour régler ce genre de conflit sécuritaire. C'est donc une opportunité, selon eux, qu'il ne faut pas négliger. La première rencontre à Khartoum, il faut le rappeler, a eu lieu le 28 août dernier. Lors de cette assise, les représentants des principaux groupes armés se sont entendus sur une solution pacifique concernant le règlement des conflits qui les opposent. La Russie s'est présentée en tant que médiateur et co-organisateur des dits pourparlers. La population, lors de sa marche, demandait également, entre autres, la levée immédiate des restrictions de livraison d'armes pour les FACA, restrictions imposées par l'ONU. Dans le sillage des efforts fournis pour le rétablissement de la paix chez Touadéra, plusieurs accords sécuritaires avaient été signés entre la Russie et la RCA, notamment la livraison des armes et des munitions pour l'équipement de l'armée et des gendarmes centrafricains. Un soutien russe et qui a d'ailleurs permis de former plus de 1300 éléments des forces armées centrafricaines et des gendarmes qui sont prêts à défendre leur État partout où besoin se fera savoir. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo, surtout à l'Est, semble être renvoyée au calendrier électoral. Alors, la campagne électorale, les déploiements des kits électoraux par la CENI sans sécurité, rien ne sera possible, ainsi réagissent certains Congolais. Ces Congolais qui vivent à l'Est du pays disent n'avoir pas foi à la tenue des élections le 23 décembre 2018. On peut se dire, les élections, on les organise et c'est le peuple qui vote. Mais si ce peuple-là est en train de vivoter, si ce peuple-là souffre du point de vue d'abord sécuritaire, je ne crois pas qu'il y ait des élections en tant que telles. Moi personnellement, en tant que citoyen congolais, je ne vois pas vraiment les élections organiser les élections le 23 décembre. Parce que nous voyons du bavé qui s'est fait à Beni, de massacres et de tout ça. L'insécurité n'a pas encore dit son mot, son dernier mot. Nous voyons que moi personnellement, j'ai dit que au 23 décembre, c'est une utopie pour moi et pour organiser les élections, pour aller. Par contre, d'autres Congolais affirment la détermination qui semble caractériser la CENI, figure parmi les signes qui prouvent qu'il y aura les élections le 23 décembre 2018. Oui, je n'arrête pas à croire avec fermeté que les élections seront bel et bien liées. Nous aurons les élections le 23 décembre et nous pourrons choisir les dirigeants qui pourront nous diriger pendant les 5 ans à venir. Et nous croyons que dans peu de temps, nos amis qui sont à Beni, dans les différents coins et recoins de notre pays, ils seront tranquillement et les élections seront bien organisées. Alors moi je pense, à part les conflits qui peuvent subvenir à la dernière minute, je crois et je suis certain que les élections auront bel et bien lieu le 23 décembre
2018. Malgré cette insécurité généralisée à l'est de la République démocratique du Congo, surtout dans la partie Grand Nord au Nord Kivu, où les rebelles ougandais continuent à massacrer les civils, certains candidats à la présidentielle ne cessent de se préparer pour la tenue des élections le 23 décembre. C'est le cas du candidat de la coalition Lamuka Martin Fayulu qui a choisi l'Est, partie névralgique de la RDC, pour lancer sa campagne avec un message axé sur la paix et la sécurité. Goma, Justin Kabumba, Afrique Média. Dans le cadre de la redynamisation de la vie politique au Gabon, un collectif nouvellement créé a fait une déclaration ce 1er décembre à Libreville. Le mouvement baptisé la plateforme des partisans et républicains consacrés se donne pour mission de réorienter l'avenir politique du Gabon en étant plus pragmatique et visionnaire. Son président, M. Pascal Koulou, l'a fait savoir au sortir de cette rencontre qui sonne comme un appel à un sursaut politique. Déclaration des partis politiques BDP, UGD, FDR, PN et GV, membres de la plateforme partisans et républicains. Le Gabon, notre pays, est depuis le 24 octobre dernier agité par les démons de la division et de la haine, suite à l'annonce de l'hospitalisation du président de la République survenue en Arabie Saoudite. Au moment où la sagesse nous recommandait humanisme, prudence et patriotisme. Les positions frontales adoptées par les uns et les autres, sans aucune réserve, auraient pu, si le pire s'était avéré, plonger notre pays dans le spectacle désolant de la violence destructrice. Nous disons bien aucun prétendu grand leader de la classe politique, de l'opposition ou de la majorité n'a fait preuve de hauteur d'esprit pour inviter les enfants du Gabon à une attitude citoyenne et patriotique. Comment peut-on prétendre aimer et servir le Gabon en dressant les Gabonais les uns contre les autres? Les dernières informations officielles peuvent nous permettre de clore ce débat sur l'état de santé du chef de l'État. Telle une causerie, la déclaration de ce collectif est la preuve qu'au Gabon, les citoyens s'intéressent de plus en plus à la chose politique et l'avenir du pays en dépend aussi. La 6e édition du Marathon du Gabon, organisée du 1er au 2 décembre 2018, s'est achevée ce jour à Libreville, avec au menu des médailles remportées de part et d'autre des différentes équipes ayant participé à cette compétition. Le ministre d'État chargé des Sports, M. Alain-Claude Bilibizé, qui a remis le trophée du vainqueur, a rappelé les fondamentaux de la course, tout en appréciant à sa juste valeur la prestation des athlètes gabonais. Sur cette 6e édition, il faut remercier et rendre hommage au président Ali Bongo Ndimba qui a eu la vision de faire du Gabon une terre de sport. Et cette 6e édition a tenu toutes ses promesses, aussi bien en termes de participation du public, participation des athlètes, et on a quand même des records qui ont été battus. Et ça, c'est ce qui est essentiel, c'est de se rendre compte que c'est devenu une course désormais pour que les athlètes se préparent sur d'autres compétitions à l'international. Aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter de ce que le parcours a été bien balisé, le temps était clément, un record a été battu. Malheureusement, sur le marathon proprement dit, on n'a pas pu atteindre la performance de la première édition, mais je crois que ce n'est que partie remise. Zogué Marc Tutus, le numéro 1 dans le semi-marathon, a tenu à exprimer sa joie pour ce trophée engrangé au terme d'une course sans merci. Ceci à la grande satisfaction des autorités gabonaises qui voient en lui l'un des ambassadeurs du pays hôte à cette compétition. Mais mon objectif c'était déjà dans un premier temps de reprendre et avec le temps je me remets en état et je pense que je vais revoir sur le temps. Ça n'est pas un souci. Représenter le pays à l'extérieur, hein, il faut le dire, nous avons besoin de ce soutien-là. L'une des champions chez les dames, Sandrine Kenge, arrivée dans le peloton de l'équipe du génie militaire, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction au thème de ce marathon fort couru. J'ai juste joué avec l'expérience et ça me fait vraiment énormément plaisir de renouer avec le podium puisque j'ai fait 3 ans sans compétition à cause de la maternité. Je salue vraiment les organisateurs et les athlètes qui ont participé massivement. Oui, c'était mon objectif parce qu'il fallait que je reprenne mon trône. En définitive,
La 6e édition du Marathon du Gabon, plus qu'une compétition, est un rendez-vous où les amoureux du sport trouvent du grain à moudre. Le mouvement des Gilets jaunes ne cesse de battre son plein en France. À Paris, un autre rassemblement a eu lieu ce 1er décembre 2018. Selon les manifestants, ce mouvement consiste à exprimer leur désaccord dans les rues vis-à-vis des nouvelles réformes prises par le président Emmanuel Macron portant sur l'augmentation des taxes dans le pays. Travailleurs ou retraités, ces Gilets jaunes qui se reconnaissent dans le mal-vivre déplorent leur salaire jugé insuffisant. Moi je travaille, j'ai mon salaire à la fin du mois j'ai plus rien, même pas à la fin du mois, avant la fin du mois j'ai plus rien. Je pourrais pas mettre de côté, c'est pas possible. C'est pas possible. Depuis que je suis en retraite, les fins de mois je les ai même pas, je sais pas ce qu'il y a. Selon un sondage, 85% de ces manifestants le font pacifiquement vers les Champs-Élysées, dont l'accès est fermé par les 5000 policiers impassibles face à toute tentative de les amadouer. Mais les 15 autres pourcents ne se retiennent pas et la situation dégénère. Parmi les colériques, Jérémy Clément, propriétaire d'une entreprise de rénovation des bâtiments, une victime de ces réformes pour qui la rébellion naît quand on n'est pas écouté. Moi aussi j'ai des fins de mois difficiles et elles commencent pas le dernier jour du mois, elles commencent au milieu du mois. On veut bien enrichir notre pays pour le bien tout le monde, on veut bien tout ce qu'on veut, mais il y a un moment donné, quand on est des vaches à lait qui a plus de lait, si on traite dessus, on se rebelle un peu. Une manifestation qui ne passe pas inaperçue aux yeux du président. Emmanuel Macron, à la sortie du sommet du G20, tient ce discours fondamentalement contraire à la violence. Je respecterai toujours les contestations. J'entendrai toujours les oppositions. Mais je n'accepterai jamais la violence. Après les violences de samedi à Paris, les chiffres des manifestants augmentent car 72% des Français soutiennent toujours les Gilets jaunes. Le Qatar quittera en janvier 2019 l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue par le ministre qatari de l'énergie Saad Al-Kahabi ce lundi à Doha. L'OPEP vient ainsi de perdre l'un de ses membres historiques, bien qu'étant aussi l'un des plus petits de par sa taille et sa production, ce qui limite donc son influence au sein de l'organisation. Selon des observateurs, la position du pays dans l'OPEP devenait difficilement tenable, ceci au vu des relations tumultueuses avec certains membres, notamment l'Arabie saoudite, qui lui a imposé depuis 2017 un embargo économique et diplomatique. Riyad accuse Doha de financer des groupes terroristes et être proche de l'Iran. Mais officiellement, le choix du Qatar de quitter l'OPEP découle simplement, selon Saad Al-Kahabi, d'une réflexion sur les moyens de renforcer son profil international et de préparer une stratégie de long terme axée sur l'industrie gazière. En effet, l'Émirat est un acteur important sur le marché gazier. En 2017, il produisait 163 millions de tonnes de gaz naturel, ce qui le plaçait au 4e rang mondial derrière les États-Unis, la Russie et l'Iran. Et avec ses 77 millions de tonnes par an, il est le premier producteur et exportateur mondial de gaz liquéfié. Une réunion de l'organisation est prévue les 6 et 7 décembre à Vienne et Doha promet que quelle que soit la décision prise, il respectera ses engagements comme les autres pays non OPEP. George Herbert Walker Bush est décédé ce 30 novembre 2018 à Houston, au Texas, à l'âge de 94 ans. Né le 12 juin 1924, il s'engage à 18 ans avec l'US Navy pendant la Seconde Guerre mondiale. Après l'armée, il entreprend une brève carrière dans l'industrie du pétrole, puis entre par la suite à la Chambre des représentants avant de devenir patron de la CIA, puis vice-président sous Ronald Reagan. En 1988, après avoir défait le démocrate Michael Dukakis, il accède à la Maison-Blanche et devient le 41e président des États-Unis d'Amérique. Ce partisan du nouvel ordre mondial connaît son heure de gloire en 1990, lorsqu'il chasse Saddam Hussein du Koweït pendant une guerre qui ne durera que quelques semaines. En 1993, il est battu par Bill Clinton à la présidentielle et se consacre à ses œuvres philanthropiques après son départ de Washington. C'est ainsi qu'avec Bill Clinton,
Il contribuera à lever des fonds pour les victimes du tsunami en 2004 en Asie ou pour les sinistrés du grand tremblement de terre en Haïti en 2010. À l'annonce de son décès, de nombreuses personnalités lui ont rendu un vibrant hommage à l'instar du président Obama, qui assure que l'Amérique vient de perdre un patriote et un humble serviteur. Donald Trump a pour sa part salué le leadership inébranlable de M. Bush. Bill Clinton, quant à lui, estime que peu d'Américains pourront jamais rivaliser avec lui. La famille de l'ancien chef d'État a précisé qu'il était mort entouré de ses proches et que les détails de ses funérailles seront communiqués en temps voulu. Toutefois, la dépouille de George Bush père devrait être transportée à Washington pour un hommage national.